Hello, hello, bienvenue dans Scalable ta biz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Hello, hello! Comment ça va? J'espère que ça va bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Heureusement, j'avais une avance dans mes enregistrements. J'ai eu une invalidité non planifiée. Alors, je suis de retour. Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Sky Up Ta Biz, le podcast sérieux qui explore les complexités fiscales des relations amoureuses aujourd'hui. On va plonger dans les méandres des impôts, de l'amour, le mariage, tout ça, en mettant l'accent sur les implications fiscales, la nuancer entre la différence entre un conjoint de fait et un mariage. Euh, pour les couples, c'est spécifique aux résidents du Québec. Fait que attachez vos ceintures fiscales parce que ça va être un voyage informatique en détail. Excusez. Donc, le mariage et les impôts au Québec. Euh, il y a beaucoup, tu sais, c'est important de faire, ben, d'abord et avant tout, quand on n'est pas unis civilement, c'est après, on est considéré comme étant conjoint de fait dès l'instant où ça fait plus de 12 mois qu'on habite, 12 mois consécutifs qu'on habite ensemble, ou qu'il y a la naissance d'un enfant qu'on a ensemble. Ou, exemple, tu as été légalement conjoint de fait avec quelqu'un, vous êtes séparés, vous revenez ensemble. Dès que vous revenez ensemble, c'est immédiat. Il faut faire attention de bien connaître ça parce que particulièrement si tu reçois des allocations familiales, c'est vraiment important parce que tu pourrais être pénalisé et devoir rembourser des sommes. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, le mariage et les impôts au Québec. On va commencer par examiner de plus près les implications fiscales du mariage au Québec. Le mariage au Québec, qu'est-ce qui est considéré comme étant marié? C'est lorsque deux personnes se marient, elles forment un ménage familial. Donc, c'est là que ça devient un revenu familial aux fins de l'impôt sur le revenu. Cela signifie que les revenus des deux conjoints euh, sont combinés pour déterminer le revenu familial total. Bien que ça puisse entraîner des avantages fiscaux, il y a toujours des avantages et des désavantages dans tout, comme l'utilisation des déductions et des crédits d'impôt conjoints. Ça peut également avoir des implications sur les taux d'imposition et les prestations gouvernementales, dont les allocations familiales. Ce qui arrive souvent, ce que je vois beaucoup dans la pratique, c'est, exemple, un couple qui décide soit de se marier ou de commencer, tu sais, d'habiter ensemble. Monsieur, ben, dans la majorité des cas, c'est souvent ça. Il y a des exceptions, tu sais. Dans ce que je te dis, il y a toujours des exceptions que je vois, mais monsieur gagne un gros salaire, madame un plus petit salaire. Les deux ont, tu sais, souvent, ce qu'on voit beaucoup de plus en plus, on est en 2024, les familles recomposées. Donc, ils ont chacun leur enfant. Souvent, le papa pas nécessairement, ben de plus en plus, il va y avoir des gardes partagées, des choses comme ça, mais la maman souvent reçoit des allocations familiales, puis vu qu'elle a un petit revenu, les allocations familiales deviennent une partie importante de son budget. Fait que c'est important à prendre en considération aussi, ou si tu as l'intention d'aller habiter avec ton conjoint et que tu n'as pas un gros revenu et que tes allocations familiales sont vraiment importantes, c'est vraiment important de peut-être, tu sais, consulter un spécialiste. Je vais te mettre le lien pour planifier un appel découverte en bas. Mais ce serait important peut-être tu sais, de venir faire une consultation pour avoir une petite stratégie fiscale avant de faire la cohabitation. Tu sais, exemple, là, comme ça peut être de maximiser les déductions, les cotisations utilisées en REER. Pourquoi les maximiser? Parce que ça va venir réduire le revenu familial, dont les allocations familiales vont être moins impactées.
C'est entre autres une stratégie qui est la plus simple à avoir, mais moi je dirais que ça serait tu sais, vraiment important parce que si les allocations familiales sont calculées dans le budget, c'est sûr et certain que il va y avoir des impacts quand il y a une cohabitation avec quelqu'un ou un mariage ou une union civile. C'est vraiment important d'y réfléchir avant et non pas après pour avoir, tu sais, la mauvaise surprise. De plus, le mariage, il peut influencer la façon dont les couples ils vont répartir les déductions et les crédits entre les deux conjoints. Par exemple, certaines déductions, comme les frais médicaux, les dons de bienfaisance, peuvent être réclamées par l'un ou l'autre, pas les deux conjoints selon ce qui est le plus avantageux sur le plan fiscal. Fait que c'est donc important pour les couples mariés de planifier leur déclaration de revenus de manière stratégique pour maximiser les économies d'impôts. Fait que ça, c'est vraiment important. Là. Tu sais, on est en pleine, au moment où j'enregistre ce podcast-là, on est en pleine saison des impôts. C'est sûr que pour l'année 2023, il est trop tard. Tu sais, il est pas mal trop tard. Là. Euh, Au moment où est-ce que le podcast va être publié, on a quand même une petite latitude là, pour corriger 2023, mais la stratégie fiscale, tu sais, c'est mieux de l'avoir, de l'élaborer pour l'année prochaine, pour le 2024, là, en cours, là. Puis les années subséquentes, ça, on peut regarder ça. Fait que, comme je t'ai dit tantôt, tu as le lien en bas pour planifier un appel dans mon agenda électronique. Maintenant, la cohabitation et les impôts au Québec, c'est quoi la différence? Là, la cohabitation au Québec, c'est considéré comme étant deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées. Ça peut être tout simplement un colocataire aussi. Faut juste faire attention, j'ai déjà vu que aux yeux du fisc, il était considéré comme étant conjoint, même si dans les faits, il ne l'était pas du tout. Au Québec, les couples qui, de fait, cohabitent depuis plus d'un an, 12 mois consécutifs, sont considérés comme les conjoints de fait aux fins de l'impôt sur le revenu. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'ils doivent déclarer leur revenu conjointement et sont admissibles aux mêmes déductions et crédits d'impôt que les couples mariés. Au niveau du fisc, il n'y a pas beaucoup de différence quand tu es conjoint de fait ou marié. C'est en cas, principalement en cas de séparation ou en cas de décès que là, tu vas voir qu'il y a vraiment une différence entre si t'es marié ou si t'es juste t'es conjoint de fait. Euh, c'est vraiment là que c'est important, le testament, là, le testament en cas de décès, puis le contrat de vie commune là, quand on n'est pas marié. Cependant, la cohabitation peut présenter des défis uniques sur le plan fiscal. Par exemple, les couples qui sont conjoints de fait, ils bénéficient pas des mêmes protections légales en matière, ben, c'est ce que je te disais, en matière de division des biens, en séparation, en décès. Euh, de plus, la preuve que la cohabitation est nécessaire pour bénéficier du statut de conjoint de fait aux fins de l'impôt, c'est qu'il peut poser des défis pour certains couples. Tu sais, euh, je suis le meilleur exemple, OK? On connaît tous un peu mon histoire. Désolée, la grippe impose que je bois beaucoup de liquide. On connaît tous un peu mon histoire. Mon histoire par rapport, tu sais, j'ai eu des amours assez tumultueux, des relations toxiques qui m'ont coûté et qui me coûtent encore excessivement cher. Donc, c'est vraiment, vraiment important de faire attention à nos choix. À nos choix, c'est important nos choix. Puis, euh, pour moi, tu sais, en tout cas, je vais t'en reparler plus tard, là. Pour moi, c'est un no-brainer. La journée que je vais habiter avec quelqu'un, ça se fait pas sans contrat de vie commune. Euh, il n'est pas question de. Je pense pas me remarier un jour, mais si j'en venais à vouloir me marier, ben c'est sûr et certain qu'il y aurait un contrat de mariage. Il faut quand même être capable de se protéger. Puis moi, j'ai pour mon dire que tu sais, faut pas oublier, mon avocate à l'époque de mon divorce, ce qu'elle m'avait dit, c'était, puis ça, je l'ai retenu, puis c'est totalement vrai, ça simplifie la chose, un mariage et une association de deux portefeuilles. C'est ça le mariage. Et aux yeux de la loi, là, c'est carrément ça. On sait que ça implique des émotions, ça implique tu sais, beaucoup de choses. Mais au final, un mariage, c'est une union de deux portefeuilles.
Donc, les implications fiscales des autres engagements romantiques. On va regarder, au Québec, un partenariat civil est une union légale entre deux personnes. Puis pour se marier en union civile, ben, ça peut être deux personnes du même sexe, de sexe différent. Ça, la loi ne fait pas de nuance là-dessus, qui est reconnu par la loi comme équivalent du mariage. Fait que si tu vas au palais de justice pour t'unir civilement, tu es considéré comme légalement marié. Les partenaires civils bénéficient des mêmes droits et obligations fiscaux que les couples mariés. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence. Quand tu es né civilement ou que tu t'es marié à l'Église, il n'y a aucune différence. C'est la même chose, tu es légalement marié, les mêmes obligations, les mêmes devoirs envers ton époux. En revanche, une union de fait est une relation faite entre deux personnes qui vivent ensemble comme un couple sans être mariés, ni liés par un partenariat civil. Les partenaires de fait ne sont reconnus que comme conjoints aux fins de l'impôt sur le revenu au Québec, ce qui peut avoir des conséquences sur la manière dont ils déclarent leur déduction et crédit d'impôt. Euh, c'est ça. Moi, quand je me suis mariée, j'étais mariée en union civile et sans contrat de mariage. Et puis, je peux te dire que ça a été la pire erreur de toute ma vie de ne pas avoir eu de contrat de mariage. D'ailleurs, je te propose, je vais te mettre le lien en bas, je te propose sans farce de lire le livre La facture amoureuse de Pierre-Yves McSween. Je l'ai lu il y a environ 2 ans et c'est un bijou. Un bijou. Euh, si tu as l'intention d'aller rester avec ton conjoint, c'est à lire avant, puis lisez-le ensemble. Puis moi, je me dis, tu sais, c'est important dans un couple qu'il n'y ait pas de sujet tabou et l'argent en fait partie. Si l'argent est un sujet tabou ou difficile, avant d'habiter ensemble, mais ça veut dire que pendant la cohabitation, ça va être difficile. Puis on sait, les causes de divorce, c'est souvent, c'était l'infidélité, l'argent, les enfants. C'est ce qui revient le plus souvent comme cause de séparation dans un couple. Donc, c'est vraiment à prendre en considération. Moi, tu sais, je voudrais pas aller avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi par rapport à l'argent parce que c'est super important. Tu sais, s'il y en a un qui est économe, l'autre qui est dépensier, ça ne marchera pas. S'il y en a un qui aime voyager, l'autre qui est plus casanier, ça ne fonctionnera pas. Fait que, tu sais, puis on ne veut pas que l'autre oublie, tu sais, ce qu'il est, tu sais, sa personnalité, parce qu'on sait, ça finit toujours par ressortir. Maintenant, on va parler de contrat de mariage et de contrat de vie commune. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, un contrat de mariage, c'est un contrat que tu vas remplir avant de te marier. Et le contrat de vie commune, ça, c'est si tu es en conjoint de fait, tu habites avec quelqu'un, c'est un contrat de vie commune. Moi, je travaille de la maison, je travaille avec des données qui sont confidentielles, fait que c'est sûr et certain que je laisse pas rentrer n'importe qui chez moi. Euh, c'est pas de toute façon, ils ont pas, la personne n'aurait pas accès à mon entreprise, mais tu sais, pareil, c'est important de mettre certaines, tu sais, moi je me dis, si on n'est pas capable de mettre notre nom sur un papier, de nous engager là-dedans, on est peut-être mieux de ne pas s'engager du tout dans la relation, tout simplement. Euh, J'étais où? Ah, OK. Un contrat de mariage, c'est un accord juridique. Ça a une valeur juridique. Il faut faire attention. Signé par les deux personnes avant le mariage, dans lequel vous allez définir les modalités de votre union, y compris les questions financières telles que la division des biens en cas de divorce. C'est plate, c'est à signer avant le mariage, ton mariage, c'est le plus beau jour de ta vie, puis ben, tu es obligé de prévoir qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas. Mais c'est essentiel, c'est essentiel. Euh, Puis j'ai vu souvent dans ma carrière, tu sais, des contrats qui n'étaient même pas respectés, des bris de contrat, ça arrive régulièrement. Mais imagine, tant qu'il n'y a pas de contrat, c'est encore pire. Au niveau juridique, c'est vraiment, là, c'est l'enfer. Fait qu'on est mieux de se protéger. On sait, tu sais, de plus en plus, la famille nucléaire n'existe quasi plus. Le conjoint que tu rencontres à la fin de tu sais, de ton école secondaire puis que tu passes ta vie avec, c'est de plus en plus rare. C'est exceptionnel quand ça fonctionne puis que ça t'offre. On sait, on a toutes des vies, des rythmes de vie effrénés, puis qui fait que, ben, on a beaucoup de difficultés à s'impliquer. Un contrat de vie commune, quant à lui, c'est un accord juridique signé par les deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées, dans lequel ils définissent les modalités de leur relation, y compris les questions financières. Bien que les contrats de vie commune ne soient pas aussi courants que les contrats de mariage, ils peuvent également avoir des implications fiscales importantes pour les couples vivant en union de fait au Québec. Euh,
donner un exemple classique qui est important d'avoir un contrat de vie commune. Tu es en appartement, lui a une maison. Donc, quand vous décidez de cohabiter ensemble, la logique, c'est soit que vous vendez la maison, vous en achetez une plus grande, ou que si c'est possible, ben, vous allez habiter dans la maison qui lui appartient déjà. Ça ne fonctionne plus. Vous avez été ensemble, je ne sais pas moi, 3 ans. Puis là, ça ne fonctionne plus. Donc, la personne qui n'est pas propriétaire des titres de la maison quitte, mais ça fait 3 ans qu'elle paye l'hypothèque avec l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe légalement? Hein? Ça, c'est quand même intéressant parce que la personne qui paye sa maison a quand même un avantage. Il va aller récupérer de l'argent grâce à sa cohabitation. Ben, qu'est-ce qui arrive à la personne qui a payé? On peut se dire, OK, ben, c'est comme j'aurais payé mon loyer, c'était la même affaire. Oui, mais sauf que, ça veut pas, ça va venir ralentir les objectifs de vie. Fait que c'est important, de se poser la question, est-ce que je veux vraiment, payer une partie de son hypothèque avec mon conjoint, puis perdre tout cet argent-là, ou j'avais l'intention d'acheter, puis je vais payer avec lui, je vais l'aider, sauf que, si on se sépare, désolé, mais je veux ma partie, ce que j'ai investi. C'est un peu dans cette optique-là, il faut réfléchir, puis il faut le voir. Puis c'est dans les cas qu'il y a une propriété que la chicane pogne plus fort. Fait que c'est vraiment important. Fait que j'espère que ça fait vraiment un peu le tour des implications fiscales. Ce qui est toujours important, comme je vais le répéter, je pense que c'est la 4e fois que je le répète, mais d'aller consulter quelqu'un qui peut t'aider au niveau de ta stratégie fiscale avant de cohabiter. Puis c'est sûr d'aller voir un notaire, un avocat pour signer soit un contrat de mariage, soit un contrat de vie commune. Je te le recommande fortement. C'est un investissement. C'est sûr que c'est quand même, c'est des sous, c'est dispendieux, mais c'est au compte. Tu sais, clarifier les choses, plus tu as de clarté dans ta tête, plus c'est simple à gérer, plus c'est facile, plus c'est agréable, plus c'est vraiment là, ta qualité de vie va être vraiment meilleure. Tu sais, moi, j'ai comme ma tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Fait que voilà, j'espère que ça t'a convaincu de peut-être revoir. Puis si tu vis présentement avec quelqu'un et que tu n'as pas de contrat, mais sache que ça peut se faire. Puis ça peut être intéressant. Le but, c'est pas que vous vous sépariez. Le but, c'est juste de OK, on va gérer avant que la merde appogne, puis comment qu'on voit ça. Ça pourrait être intéressant. Fait qu'écris-moi en commentaire si tu as des questions, des suggestions ou comment tu as trouvé cet épisode. Puis, désolée, il est un petit peu bref parce que je te cacherai pas que je suis hyper congestionnée. J'espère que tu as trouvé des informations utiles puis instructives pour toi. N'oublie pas de consulter un professionnel en fiscalité. Mon lien est juste en bas. Et puis aussi, je t'ajoute le lien vers mon groupe, ma communauté Facebook, où est-ce que je donne beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. J'ai une communauté super engagée qui va pouvoir t'aider si jamais tu as des questions au niveau de ta comptabilité et de la fiscalité. Tu les écris dans le groupe, puis tu vas voir qu'il y a plein de monde qui vont te répondre. Euh, Puis, ben, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.